Madame Hamdi, vous êtes une canaliote. Oui, je suis une canaliote. J'ai vécu à Port Saïd et à Portofik. Et je crois que votre père était pilote. Il était pilote depuis qu'il a rejoint le canal de Suez en 1953. Et il a été pilote de 1953 oui. jusqu'à quelle époque? Jusqu'à 67. Après ça, il a été en Algérie pour quelque temps et en retour, il a pris un poste de transit à Portofik toujours. Ah, toujours. Il est revenu donc au Oui, canal. oui, il est revenu. Il a été avec la compagnie. Bien sûr, ce n'était plus la compagnie, mais il a été avec le canal de Suez jusqu'en 1992. 1992. Alors, il a donc connu la compagnie oui. et l'administration égyptienne. Oui, il a connu tout ça. C'était un peu difficile au commencement parce qu'il était habitué au régime français et au commencement, c'était très difficile, mais c'était très patriotique d'être... Très patriote. Oui. Autrement, c'était un challenge, yani. Il devait faire un grand effort pour que ça soit... parce qu'autrement, tout aurait été tombé. Les pilotes, c'était essentiel pour le canal. Le travail du pilote, ce n'est pas quelque chose de facile. Pour les postes administratifs, n'importe qui peut-être pouvait le faire, mais pour le canal, il fallait qu'il y ait une expérience dans le canal. Est-ce que vous pouvez la préciser un peu de façon concrète, cette expérience? Pourquoi c'est difficile, le poste de pilote? Il devait y avoir, bien sûr, un peu de... Il était un officier, avant ça, à le Royal Marine. Alors, il avait bien sûr bonne idée. Il était aussi aide de camp auprès du roi Farouk. Et quand il a rejoint le canal, il fallait qu'il ait une expérience, parce que le canal, c'est différent. Ce n'est pas comme naviguer un navire dans les mers. C'est tout à fait différent. Il y a des règlements, à Portofik, il y a aussi le tide, high tide and low tide. Yani la mer Rouge, c'est différent à la mer Méditerranée. Oui, il y a le marais. Oui, exactement. Et puis, il fallait qu'il sache quand est-ce qu'il y a haute mer il y a la haute mer et la basse mer. Là. Exactement. Il fallait qu'il sache. Alors, c'est différent. Et puis, il commençait, par exemple, à Portofik, il prenait le convoi, commence à Portofik à 2 heures du matin. Alors, il commence par prendre le navire de Portofik jusqu'à Ismailia. Et d'Ismailia, avant, il retournait par bateau, par microbus. Et le microbus s'appelait la Coca-Cola. Et tous les pilotes, on retourne par Coca-Cola. Et le soir, il recevait une liste. Le liste contient les noms du navire qui devait passer par le canal le lendemain. Alors, par téléphone, on lui dit, tu vas avoir un bateau à telle heure. Pour un pilote, toute sa vie, c'est seulement se préparer pour le lendemain. C'était très difficile. Se réveiller chaque jour à 2 heures du matin, ce n'était pas tellement facile. Et il retourne à 2 heures, 3 heures l'après-midi, il prend le déjeuner et puis il a une sieste. Et il se prépare pour le lendemain. Parce qu'ils doivent se réveiller très tôt, enfin, ils se préparent pour le lendemain. Et là, ce que vous êtes en train d'expliquer de façon très concrète, c'est lui qui vous l'a raconté ou c'est vous qui l'avez? Non, je me rappelle. Je n'étais pas tellement... Je me rappelle de tout ça. Et je voyais mon père qui était tout le temps occupé par son travail. Il était tellement intéressé.
il avait toute notre vie était autour de mon père, comment son travail, ses vacances. Très souvent, il n'était pas à la maison pour nous, c'était pour les fêtes. Il n'était jamais avec nous à la maison parce que ce n'était pas congé. Le convoi ne s'arrête pas. Enfin, il n'y a pas de congé, ni pour Noël, ni pour Nouvel An, ni pour Bayram, notre fête. Il n'y avait pas de congé, ni vendredi, ni dimanche. Hein. Même si nous étions à l'école, il n'y a pas moyen. Papa était au travail, il n'y a pas moyen. J'ai oublié maintenant, mais chaque 10 jours, il avait un free day. Un free day, c'était un jour de congé. Un jour libre, oui. Oui, un jour libre. Est-ce qu'il y a eu des différences? Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a été pilote avant 56 et pilote après 56. Alors, deux questions. Est-ce qu'il y a eu des différences entre avant et après? Et comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des tensions? Est-ce qu'il y a eu des problèmes, quoi? Bien sûr que ce n'était pas facile. Et puis, il fallait qu'il fasse un très grand effort pour que le canal roule. Parce que n'importe quel problème, ça aurait été trop grand. Enfin, il y avait des problèmes. Ce n'était pas facile. Mais voilà, ça passait. Et puis, vous savez, il y avait avant ça une compagnie française, il y avait des règlements. Ils ont essayé ils ont fait un très grand effort pour garder le même système. Il n'y a pas de changement. Parce qu'on ne peut pas changer un système qui existait des années, je ne sais pas combien d'années avant ça. Ce n'était pas tellement facile pour changer. Il n'y a pas question, il ne fallait pas changer. Parce que n'importe quel changement n'aurait pas été accepté. Il y a des problèmes avec les nouveaux directeurs, mais ils respectaient les pilotes et ils respectaient les gens qui travaillaient avec la compagnie française avant ça parce qu'ils avaient des idées et ils voulaient que ça marche. Est-ce qu'il y a des pilotes qui sont partis? Les pilotes français sont restés ou il y en a Non, les pilotes français ont tout quitté. Et les Anglais, il y en a ceux qui ont resté, il y a quelques Grecs qui ont resté. Et puis, il y avait des nouveaux pilotes. Ils ont demandé à la marine d'envoyer des jeunes officiers pour s'entraîner, pour travailler avec les pilotes. Alors, chaque trajet qu'ils faisaient, ils prenaient avec eux un jeune homme pour l'entraîner, pour être pilote. Enfin, ce n'était pas facile du tout. Mais ça passait, heureusement, ça passait. Il n'y avait presque pas de problème. C'est pour ça que quand on pense, on trouve qu'ils étaient capables. Ils étaient capables, mais parce qu'ils avaient de bonnes bases. Est-ce qu'il y avait des tensions entre pilotes français et pilotes égyptiens ou est-ce que... Non, du tout. Ils étaient des amis. Les politiques, c'est autre chose. Mais nous étions amis avec les Français et avec tout le monde. Il n'y avait pas de problèmes. Je me rappelle très bien, papa, pour les Bayram, pour les fêtes chez nous, on fait des sortes de petits fours, par-ci, comme ça. Et puis, papa donnait cadeau aux Français. Chaque année, quand il y avait les fêtes, on demande les fondants de Captain Hamdi. C'était tellement bon. C'était les fondants de Captain Hamdi. Non, nous étions amis avec tout le monde. Et non, du tout. C'est question de politique, mais ça, c'est autre chose. Et au point de vue je reviens alors plutôt un peu à vous, votre expérience personnelle, pas simplement celle de votre père pilote. Comment est-ce que vous avez senti cette période du canal? Quand vous avez été, d'abord, vous avez été très longtemps au canal vous-même. Oui. On a été très dorlotés, il faut dire. On a été dorlotés.
Portofik ou bien Ismailia ou Port Saïd, c'était une vie totalement différente à vivre au Caire. Oui. Nous étions dans l'hôtel, nous avions des maisons très jolies, des écoles raffinées, et puis aussi il y avait la coopérative où on allait pour acheter nos besoins. Il y avait un petit magasin Anneau. Il y avait Anneau où on va acheter les habits et tout ça. C'était tous les derniers cris de Paris même. On pouvait les trouver dans un tout petit magasin à Anneau. Et puis aussi, on avait un dispensaire où on pouvait aller voir les docteurs. C'était comme si il y avait vraiment une vie spéciale qui n'existe pas dans ce temps. Maintenant, quand tu disais, quand on venait au Caire pour dire à nos cousins et à tantes et tout ça, quand on vivait à Portofik, bien sûr, pour eux, c'était comme si on était dans un paradis, parce que c'était tout à fait différent à la vie au Caire. Nous étions vraiment dorlotés. Il y avait de belles maisons et des beaux jardins. Tout était, quand j'y pense, on pouvait prendre le vélo, aller à l'école, on pouvait se promener dans les rues, et il y avait la plage d'enfants. Tout l'été, on passait tout l'été à la plage, et le cercle. Et puis, il y avait une vie sociale. Je me rappelle, mes parents avaient une vie sociale très importante parce que il n'y a pas de cinéma, c'est-à-dire, la chose, c'est de faire le soir, chaque famille de temps à autre, ils se joignent dans une maison pour manger, et les dames, je me rappelle très bien, maman, ils avaient un trousseau pour les dîners et tout ça. C'était un trousseau. Elle prépare un trousseau quand il y a des événements. Elles étaient toujours très bien mises, les dames, parce que les dames étaient vraiment les maris qui travaillaient tellement. Les femmes devaient être heureuses, parce qu'autrement, c'est une vie monotone, parce qu'ils sont loin de leur famille. Alors, les hommes, je me rappelle très bien que papa gâter maman, va acheter ça, parce que autrement, comment on va vivre à Portofik seul, sans famille? Il fallait que la vie soit d'un certain standard. On avait le cuisinier, tout le confort. D'accord. En 1956, on a été obligé de quitter notre maison parce qu'à ce moment, on disait qu'il se peut qu'il y ait des problèmes. Alors, on nous a demandé de quitter notre maison. Et on a été à Suez. Et on a vécu dans la maison du chauffeur qui travaillait au canal de Suez, parce qu'ils ont dit il se peut que les maisons, quelqu'un nous attaque. Il fallait quitter la maison. Et on a quitté la maison et on a été chez un chauffeur qui travaillait au canal et on a vécu pour quelques jours là-bas. Et si vous aviez à définir l'esprit canaliote, qu'est-ce que vous diriez? C'est en effet le souvenir d'une vie très agréable. Très spéciale, une vie très spéciale. Très spéciale. Non. Nous étions vraiment très spéciales, une vie, je ne sais pas, mais je crois que c'était unique. C'était une vie unique, très unique. Et puis, non, quand je pense, étant une jeune fille, quand je me promène à Portofik ou quand je vais à la plage, et puis
tous les fils et les filles les amis les amis de mes parents, c'était mes amis. Et on avait confiance en tous les amis parce que c'était comme des frères et sœurs. Nous étions comme des frères et des sœurs. C'était une vie vraiment très raffinée. Et je crois pas que, je crois que vraiment, je suis fière et je crois que c'était un très grand privilège. Un grand privilège d'avoir pu vivre dans le canal de Suez. Est-ce que votre père vous racontait des épisodes de son travail? Enfin, il vous a expliqué, j'ai bien compris, la difficulté. Et puis le se lever tous les matins à 2 heures, à 2 heures du matin, mais est-ce qu'il vous racontait un peu d'autres choses, des épisodes un peu curieux, des anecdotes? Est-ce qu'il y a des... Il nous racontait toujours il se peut qu'aujourd'hui, j'ai été sur un navire, il vient du Chine, et le manger, je n'ai pas pu me manger du tout parce que ce n'était pas bon. Et il me racontait qu'aujourd'hui, j'étais avec un navire russe et ça ne me plaît pas. Et très souvent, il disait le lendemain, il se peut que je prépare un petit sandwich parce que si ce n'est pas un navire comme il faut, il sait très bien qu'il ne va pas être offert un... Parce qu'on leur offrait un repas? Oui. Il était nourri par le bateau? Ils doivent nourrir un capitaine ou lui donner du café. Et, très souvent, il disait à l'avance, il savait. Et si c'était un navire de nationalité c'est qu'il savait très bien que le lendemain, il sera sur tel navire et il se peut qu'il ne pourra pas manger. Alors, il prend avec lui un petit du biscuit ou quelque chose parce qu'il dit, autrement, je ne peux pas m'en passer. On s'est habitué à voir tout ça. Maintenant, quand je pense à tout ça, c'était unique. Personne n'avait c'était un privilège d'être avec tous ces bateaux. Il y avait comme un corniche, ce canal de Suez, et très souvent, alors on va se promener et on voit les bateaux. Et puis, malheureusement, mon père, quand il prenait les bateaux, c'était à 2 et 3 heures du matin. Je n'ai jamais eu la chance de voir... Vous n'avez pas vu votre père conduire un bateau? Non, parce que c'était toujours très tôt. Je ne pouvais pas le voir. Je me dis, papi, il n'y a pas moyen, c'était trop tôt. Mais pourquoi il faisait 2 heures? Il ne changeait pas parce que... Non, parce qu'il prenait les tonnages, c'était des bateaux, les grands bateaux. D'habitude, les grands bateaux sont au commencement du convoi. Les plus petits, c'est à la fin du convoi. Alors ça, eux, c'est à 6 heures, 5 heures du matin. D'habitude... Et votre père était très fort puisqu'il dirigeait les très gros. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Non, mon père, c'était quelque chose qu'il aimait beaucoup. Et c'était sa vie. Il était tout le temps c'était son travail, c'est quelque chose qu'il aimait faire. Et, voilà, on s'est habitué à ça. Madame Hamdi, vous avez un document extraordinaire de votre père, c'est le carnet où il inscrit tous les renseignements sur son pilotage. Papa, chaque jour, quand il retourne de son trajet sur le convoi, il écrivait le nom du bateau et les détails du bateau, parce que il nous racontait que c'est la prochaine fois qu'il va sur le même bateau, il aura idée si ce bateau a des problèmes. Maintenant, par exemple, ici, jusqu'en 1967, c'était 2374 trajets qu'il a fait dans le canal. Chaque jour, comme ici, par exemple, il raconte que c'était un bateau par le nom Igeria, et flag italien. Le capitaine, c'est Monsieur Di Meglio. Le tonnage. Et puis, très souvent, il a une petite remarque qu'il écrit pour que la prochaine fois, il peut voir s'il y a des problèmes. Très souvent, il écrit, par exemple, qu'il y avait avec lui
un nouveau pilote pour le training. Et puis, très souvent, il dit, par exemple, que les bateaux, il y avait, ils devaient m'en quitter à 6 heures. Non, ils n'ont pas quitté, ils ont remis pour 2 heures. Il raconte qu'il y avait 30 days leave. Il avait 228 bateaux pendant les 11 mois, an average of 20.7 ships monthly.